demandé de faire 4 objectifs. Je suis tellement bavard que j'en ai fait que 2, sinon je vous aurais ruiné la tête. Et j'ai commencé par vous montrer que la réunion, même si les images sont pas belles, au départ, ça peut être un peu comme ça la rythmologie, c'est-à-dire c'est cafouilleux, c'est nuageux, on comprend pas trop ce qui se passe. Ça va s'éclaircir. Donc, premièrement, il faut quelques rappels pour attaquer correctement l'électrophysiologie du cœur, et souvent il faut repartir à zéro. À savoir, qu'est-ce qu'un automatisme, qu'est-ce qu'un hyperautomatisme et qu'est-ce qu'un automatisme anormal? Si vous avez retenu la différence entre ces 3 mots, j'ai atteint mon premier objectif. En rouge, ici, vous avez des pacemakers physiologiques, c'est-à-dire du tissu nodal, qui est à dépolarisation spontanée, plus ou moins lent selon sa hauteur par rapport au sinus, comme vous allez le voir, et il est capable de capturer le rythme. Donc ici, vous voyez qu'en fonction de la position du sinus de Kessel-Flack ou des autres, vous avez une dépolarisation plus ou moins lente. Ce sont plein de systèmes de sécurité qui vont, contrairement à notre patient tout à l'heure qui n'avait pas de pacemaker accessoire parce qu'il a une grave maladie de l'automatisme, en plus des maladies de la conduction, il n'a rien comme capacité d'échappement derrière, il syncope et c'est ça qui est grave. Finalement, rater une onde P de temps en temps, c'est pas grave. Donc, regardez, il y en a partout et on va essayer de voir ça ensemble. Alors, on va commencer par un électrocardiogramme qui est celui d'une femme de 31 ans. Il faut commencer par le tout début. Et je voudrais insister d'abord sur cet électrocardiogramme qui est de très mauvaise qualité. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de bande de rythme. Moi, je vous rappelle, je suis MacGyver, très basal. J'aime bien les choses simples. Vous allez nettement mieux comprendre quand je vous mettrai la bande de rythme en dessous. N'acceptez pas les 1 piste et les 3 pistes, on ne comprend rien en général dès que c'est compliqué pour le rythme. Donc vous n'avez plus qu'à regarder le bas et vous voyez quelque chose qui est quand même beaucoup plus simple, à savoir qu'il y a tantôt des ondes P et tantôt une capture jonctionnelle. Et tout ça n'est absolument pas grave, car autour de la quand on respire, on réduit sa fréquence, autour de 60 par minute, tous les pacemakers automatiques sont en compétition. D'accord ? Donc là, c'était au début le sinus. Je gonfle ma poitrine, je ralentis, je diminue, mon jonctionnel va le prendre. Et puis si c'était encore mon jonctionnel qui ne fonctionnait pas, il y aurait le hissien et il y aurait le fasciculaire et il y aurait tout ce qu'il faut derrière. Première base, ce n'est pas grave, autour de 60 compétitions. On appelle ça aussi des wandering pacemakers. Ce n'est pas exactement la définition initiale, mais moi j'aime bien l'idée que le pacemaker peut se balader. Wandering pacemaker peut se balader dans l'oreille. Ici, c'était le sinus. Et là, vous avez le nœud jonctionnel qui a repris la commande et ensuite, ça repart. C'est une arythmie, ce n'est pas grave. C'est tellement fréquent. Là, c'est une femme, vous voyez, elle a une autre particularité qui est maintenant bien connue. J'en ai vu en consultation, alors que je ne suis pas cardiologue, aux urgences. Enfin, on m'adresse des patients de temps en temps. C'est une femme de 26 ans, elle me dit « j'ai toujours le cœur rapide, on m'a fait la thyroïde 10 fois, chaque fois on me dit « je suis trop stressé, je suis folle parfois ». Vous savez qu'on accusait longtemps les femmes d'être folles parce qu'elles avaient soit des trains, des tachycardies ou des malaises, des hyper-automatiques, enfin des extrasystoles. Et vous voyez que cette patiente a un ECG strictement normal, d'accord ? Il n'y a rien à dire, aucun problème. Mais pourquoi je vous emmerde avec ça ? Parce que c'est le contraire de l'autre de tout à l'heure. Elle a un hyper-automatisme. L'autre était en automatisme normal qui descendait un petit peu en cas de respiration. Et donc là, c'est un hyper-automatisme. Il n'y a pas de tachycardie atriale, il n'y a pas de train, il n'y a rien du tout. Mais dans la définition de cette maladie, vous voyez que c'est un ECG de repos, son Holter a une fréquence moyenne supérieure à 90 et elle est gênée. Et quand on est gêné, on ne dit pas aux gens c'est rien, ils en ont marre, les malades, d'aller de mauvais médecin en mauvais médecin. Sachez que ça existe et ça s'appelle un automatisme sinusal accéléré ou encore, cette maladie maintenant, s'appelle une TSI. Qu'est-ce qu'une TSI ? C'est une tachycardie sinusale inappropriée, tout comme il y a les bradycardies sinusales inappropriées, c'est-à-dire les défauts d'automatisme qu'on vient de voir, il y a les TSI. C'est une maladie beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit, car vous savez que le cœur des femmes n'est pas exactement le même, on est à Lariboisière, des spécialistes là-dedans, et c'est à prendre en compte, d'accord ?
Et ça se traite par des médicaments, voire de l'ablation, mais je passe. Et je vous conseille de regarder le registre publié en 2022 sur la fréquence de cette maladie qui est méconnue et les techniques pour le soigner. Ce patient a 24 ans et je reviens un peu sur quelque chose de base, souvent la nécessité d'avoir une bande de rythme en bas, un très bel électro avec 7 pistes, et vous voyez à nouveau qu'il se passe quelque chose, à savoir que l'OMP change un petit peu de forme. Je vous en ai remis un, et quand vous voyez ça sur un électrocardiogramme, nous sommes plus rapides que tout à l'heure. Tout à l'heure, nous étions à 50, je comprends. Mais là, pourquoi est-ce que je change de pacemaker ? Parce que j'ai de l'hyperautomatisme jonctionnel. D'accord ? Alors c'est sinusal, là c'est jonctionnel. Donc ce patient qui passe de 83, quand il respire, mais il ne devrait pas capturer à 78. On nous a toujours appris le rythme jonctionnel, c'est 50. Si vous voyez un rythme jonctionnel qui capture à 78, c'est qu'il a de l'hyperautomatisme jonctionnel. On a tous soit de l'hypo, les grands sportifs peuvent descendre en dessous de 40. La nuit, ils descendent en dessous de 40, ce n'est pas une contre-indication. Quoique en dessous de 40, il faut se méfier. Mais enfin, 40, ils ont le droit. Donc, sachez qu'il faut naviguer autour d'une fourchette de normalité grâce à cette notion d'automatisme sinusal et jonctionnel accéléré. Il a un jonctionnel accéléré. On va en voir beaucoup d'ailleurs. Donc ça, c'est aussi une forme de wandering pacemaker. Ce patient de 14 ans, je l'aime bien. Alors on reconnaît l'enfant avec ses troubles de la respiration V1, V2, V3 qui sont inversés, ses grands QRS extrêmement fins, très voltés, une onde d'air un petit peu précoce qui fait plus de 6 mm en V1. Ça, c'est les 3 critères pour reconnaître un ECG de pédiatrie. Souvent, ils sont un peu rapides, mais là, il est un peu plus vieux. Donc, les 3 critères, RV1, TV1, V2, V3, ce n'est pas une cardiomyopathie arythmogène, etc. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le rythme. Et vous voyez qu'il est à 41 par minute et qu'il a une onde P inversée, d'accord ? En D2. Onde P est inversée. Donc, qu'est-ce qu'il a ? Il a un rythme jonctionnel, mais un rythme jonctionnel, ça ne veut pas dire qu'il est malade. Ça veut dire qu'autour de 40, certains sujets qui sont sportifs peuvent avoir le droit de choisir entre le sinus et le jonction. Il faut revenir à la clinique, d'accord ? Les hypoautomatismes, ce n'est pas un signe de maladie, c'est un signe d'entraînement physique ou de ce qu'on appelle une hypertonie vagale. J'espère que c'est clair. Moi, j'aime bien, mais bon. J'aime bien parce que je comprends mieux après. Voilà, ça c'est fréquent, on m'en envoie souvent, on me dit qu'est-ce que c'est que ce rythme ? Quand une jeune femme, c'est le cas de le dire, et c'est souvent des femmes, ont de la fièvre, et nous à Saint-Louis on avait des maladies, des aplasies fébriles, etc., vous avez le droit d'avoir un hyperautomatisme jonctionnel qui est lié à la fièvre. Qu'est-ce que c'est qu'une tachycardie sinusale ? Quand vous avez la fièvre, vous êtes à 120, 130, 140, 150, vous dites c'est la fièvre. Et le nœud jonctionnel peut faire pareil, c'est de l'hyperautomatisme. Ça commence lentement et ça s'arrête lentement et il n'y a pas de traitement. Et c'est rebelle, évidemment, au massage sino-carotidien. Ce patient-là, vous lui faites rien, il va guérir. Hyperautomatisme, d'accord ? Vous pouvez lui faire le massage si vous voulez pour être sûr que ce n'est pas autre chose. Moi j'aime bien les massages, mais bon. Je voulais vous montrer cette notion en permanence. On appelle ça aussi une jet, un petit peu à la mode. Ça, pour aller un peu plus vite, et parce que j'ai vraiment très peu le temps pour le premier objectif, mais je pense que je suis pas mal, c'est quelque chose que vous connaissez, mais peut-être pas à 28 ans. Vous le connaissez chez nos malades du ZIC, en général. Je pense que vous avez un petit peu repéré ce qui se passe. Cette fréquence qui est affichée là-haut avec ses QRS larges, ça ne va pas avec une TV, d'accord ? Il n'y a pas d'onde P ou très peu, en fait il y en a quelques-unes, donc ce n'est pas une TV. On a fait l'hyperautomatisme sinusal, on a fait l'hyperautomatisme jonctionnel, alors on va faire l'hyperautomatisme ventriculaire, qu'on appelle le RIVA, d'accord ? On vous a dit qu'il y avait des automatismes tout en bas. Donc ce patient a un RIVA, et vous avez même une jolie capture ici qui vous le prouve, avec une onde P d'ailleurs un peu inversée, je ne sais pas pourquoi. C'est une femme qui a de l'ARIVA, c'est une maladie qui peut être accessible à l'ablation et qui peut ne pas du tout être témoin d'une cardiopathie. D'accord ? L'ARIVA du sujet jeune, évidemment, oui, et elle est qu'à 74. Et elle est régulière. Si vous ne faites pas d'ECG, vous ne l'aurez pas. Faites des ECG à vos jeunes qui veulent faire du sport. Faites des ECG aux patients, ça crée un climat de confiance. Et on découvre des trucs, franchement. Donc le RIVA, c'était juste de l'hyperautomatisme. Ça,
Ça, par contre, c'est plus compliqué et c'est plus salaud. Parce que j'en ai plein, comme je fais beaucoup de coraux, enfin de syndrome coronaire aigu. Ça, c'est souvent le CG de base du gars qui a la douleur. Mais au moment où vous le voyez, il a occlusion, désocclusion, les coronaires qui se désobstruent un petit peu. Et donc, il va faire du Riva de temps en temps. Et au moment où vous le voyez, il peut faire du Riva. Et souvent, les gens disent, je comprends pas d'infarctus, parce qu'ils ne savent pas lire le CG. Parce qu'on ne vous a pas appris qu'un infarctus, rien ne le masque. Un pacemaker, ni un Riva, ni une ESV, ni une préexcitation. On le voit toujours, sauf qu'on ne vous a pas appris à le chercher. Mais si on sait qu'un train peut en cacher un autre, mais il ne les cache pas complètement parce qu'il n'y en a pas qu'un devant, les additions vont... Voilà. Donc là, on voit bien ici l'infarctus sur le premier électrocardiogramme, même si ce n'est pas absolument évident, je reconnais. En D2, il y a un magnifique sous-décalage. Je vous rappelle que D2, c'est la dérivation de la coronaire droite. Parce que moi, ça me fait rigoler quand on me parle de D2, D3, pardon, c'est la coronaire gauche, pardon. Je vous dis des bêtises, c'est un autre thème. Regardez bien, donc Riva, on voit de temps en temps un QRS qui s'affine, et ce patient a donc un infarctus, là on voit bien avec un sous-décalage majoré. Le Riva, on va le retrouver là, l'infarctus, ok ? 5V6 D1VL. Donc c'est bien une circonflexe. Donc, le Riva, c'est une cause de reperfusion, c'est bon signe quand ça sort. Donc, encore une cause de Riva. Voilà. Je crois qu'on a terminé sur tout ce qui était automatisme normal, jeu entre les pacemakers, information contenue dans un Riva, et vous avez des diagnostics différentiels. Vous avez automatisme normal, hyperautomatisme, et ça, ce sont des pathologies qu'on n'a pas le temps de voir, que j'aurais bien aimé faire, mais qu'on verra peut-être une autre fois, qui sont des formes de maladies automatiques. Mais là, cette fois-ci, c'est de l'automatisme anormal. Vous voyez, on a parlé d'automatisme, hyperautomatisme et automatisme anormal, les trois mots-clés. Je vous remercie pour cette première présentation. Et il me reste 10 minutes, Inch'Allah, sur ce que j'aime beaucoup, la stimulation vagale et l'adénosine. C'est dur. Là, déjà, on ne voit pas la photo. Ah, voilà. Déjà, c'est un peu plus beau. J'ai absolument adoré cette plage où je suis allé me perdre à vélo. Et j'ai trouvé déjà que la Réunion devenait un peu plus belle que les premiers jours. Et j'espère qu'à la fin, on aura un beau soleil. Donc, je suis très MacGyver. J'aime bien les mains. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Et j'ai fait des diagnostics de dysfonction sinusale parce que c'est dans les recos. C'est la 5e chose à faire quand vous n'avez pas compris une syncope. Vous avez aussi l'adénosine que j'aime beaucoup, et on ne parlera pas des inhibiteurs calciques. Alors, vous voyez ici, ce patient a 28 ans, une tachycardie que vous voyez complète ici en 2 morceaux. Bon, globalement, QRS un petit peu fragmenté, on ne sait pas trop pourquoi. Et le thème, c'est que faire devant une tachycardie régulière à complexe fin quand on n'a pas d'étiologie précise, et que le patient est symptomatique, qu'il n'a pas la fièvre, qu'il n'a rien, il a une bonne hémodynamique, ben on fait le fameux massage sino-carotinien, qui n'est en fait pas une massage, mais qui est une compression. Tout est sur le site internet, sur comment bien le faire. J'ai regardé les auteurs, et franchement, quand on le fait bien, ça change tout. D'accord ? Si on le fait n'importe comment, c'est pas bien. Il faut être couché, il y a un certain nombre de choses à faire. Il faut avoir 2 doigts, tourner la tête du côté opposé et appuyer au-dessus de la carotide, comme c'est fait ici, et grâce à cet externe très sympathique, qui n'est pas le malade. Bon, et il y avait le Covid à l'époque. Et ça marche pas mal. Bon, comme vous le savez, ça marche pas mal. Des fois, on a des trucs comme ça assez brutaux. Enregistrez toujours à la fin. Ne faites pas ça n'importe comment. Enfin, sauf si vous êtes complètement obligé, sauf si le gars est connu pour faire des trains à répétition. S'il en fait, apprenez-lui les 2 gestes, le valsalva et le massage. Il le fait lui-même, il se couche par terre, il se relaxe. Plein de gens savent très bien le faire. Je connaissais une dame de 80 ans, elle me dit j'en fais plein. Je sais très bien les arrêter. Bon, très bien, ok. Mais apprenez-leur. Et attention, il y a des pauses, elles ne sont jamais graves, parce que l'automatisme de nos petits copains vont reprendre la commande. Pas besoin d'atropine, pas besoin de flipper. Ça se fait en étage, pas l'adénosine. Ça se fait en étage avec un ECG. G étage. Et puis voilà, donc c'est la fin. Et vous voyez qu'il n'y a pas de préexcitation. Il faut bien enregistrer les fins de tracé. Ce patient, j'ai bien aimé parce que à l'époque, on n'avait pas des aussi bons ECG. Je suis désolé, le truc a un peu bouffé le truc. Mais ce que j'aime, c'est qu'on voit très probablement une tachycardie régulière avec un coup d'ongle, hein, donc une onde P rétrograde en faveur d'une réentrée intranodale. Ce que j'aime, c'est que quand je lui ai mis de l'adénosine,
il est apparu deux choses. Tout d'abord, la suppression de cette encoche que vous voyez ici, et qui vous prouve bien que c'était bien, donc il faut apprendre à repérer les encoches. Et deuxièmement, on a vu l'alternance de la dualité nodale, dont on a parlé tout à l'heure, circuit court, circuit long, et vous pouvez ainsi, sur un ECG, repérer à l'occasion de la striodine soit des préexcitations, soit des dualités nodales, comme c'est le cas ici. Et donc c'est quand même très joli, et j'aime bien la physiopathe. On est tous des ingénieurs, les cardiologues, on aime bien la physiopathe. Cette patiente de 85 ans, qui était un peu Alzheimer, allait monter en étage. Lorsque je lui ai dit « Ah, Taboulet, souviens-toi du vieil adage, toute tachycardie à 120, fais un ECG, fais un ECG. Avant qu'elle monte, là-haut, on va être emmerdé. » En médecine interne. Et j'ai dit quand même, c'est bizarre, c'est pas tout à fait normal, ces ondes P. Elles sont un peu trop pointues pour une onde P sinusale. Bon, le PR est un peu long. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne comprenez pas très bien? Faites comme je le fais toujours, un massage sino-carotidien. Donc, j'ai fait le massage sino-carotidien à cette brave dame. C'est la même, en tracé long. À l'époque, voilà, on n'avait pas des appareils fantastiques. Et vous voyez que elle va faire flop, flop, flop comme d'habitude, et elle raccroche en rythme sinusal avec le même PR. Donc, en fait, elle avait une tachycardie par réentrée intrasinusale, très probablement. Ça donne des ondes P ou parasinusales, ça donne des ondes P à peu près pareil. Le simple fait de freiner la conduction à l'intérieur de ce nœud sinusal, ou de cette région de l'oreillette, je ne suis pas un grand spécialiste, a suffi à faire monter cette malade quand même comme ça, en prévenant que, bon, de toute façon, c'est pas arythmogène, c'est pas emboligène non plus, très probablement. Enfin, on a le temps de réfléchir, elle peut passer en FA aussi avec ce genre de trucs-là. Mais vous voyez que faut pas vous priver de petits moyens. Et donc, les trucs des urgentistes, c'est ça. Est-ce que vous connaissez la nouvelle manœuvre de Valsalva britannique? Bien sûr. Tout le monde a levé la main, super. Alors, elle est publiée sous forme de vidéo dans le Revert dans l'étude Revert d'Applebaum. Et vous voyez l'auteur qui est devant. Il va faire souffler le patient dans une seringue qui est ici. Et il va la faire souffler. Donc il souffle, donc il empêche l'air de rentrer dans ses poumons. Tout d'un coup, on lui dit « Respirez ». Et on lui lève les jambes. Donc on lui lève les jambes, donc il faut quand même être 3, c'est ça que j'aime pas. Parce qu'il faut, s'il est costaud, il faut 2 pour les jambes, 1 qu'enregistre, et voilà. Mais ça marche pas mal, beaucoup mieux que le Valsalva ordinaire. En plus, c'est pas très difficile d'expliquer ça aux malades. Et pourquoi? Parce que vous avez un reflux veineux grâce aux jambes, et quand vous arrêtez de souffler, et que vous aspirez, le reflux veineux, il arrive dans l'oreillette, il donne un coup de frein vagal. Okay? Donc, c'est pas mal. 30% d'efficacité selon les auteurs. Il y a des gens qui aiment bien, c'est toujours pareil. Si la première fois ça marche pas, vous dites ça marche pas, faites-en quand même, c'est pas mal fait. Okay? Donc voilà, c'est ce patient-là à qui on l'a fait, c'était assez spectaculaire. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit l'écho qui est derrière ici. Il en faisait à répétition. Donc on voit l'extrasystole, PR long, et ensuite le PR, l'écho atrial. Ok? Valsalva, je voulais vous en parler. Enfin, la dernière chose, ou presque, dont je voulais vous parler, c'est un homme de 31 ans. Lui, il bat 251 par minute. Bon, alors la première chose à regarder ici, la tolérance, bien entendu. On est, je ne sais pas pourquoi il y a écrit H2, enfin peu importe. Et ça bat à 254. Mais les QRS sont fins, vous avez noté ça. D'accord ? Vous avez noté qu'il y a paf, 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 paf. Bon, c'est pas une TV, ça, d'accord? C'est pas une TV bidirectionnelle, les QRS sont fins, c'est donc tachycardie supraventriculaire, régulière, avec une alternance électrique. C'est plutôt rassurant qu'il y ait une alternance électrique, ça veut sûrement dire qu'il y a de la réentrée, d'accord? Donc les troubles de la respiration sont secondaires, totalement ininterprétables, et je me suis demandé si c'était pas une tachycardie orthodromique, et c'était le cas, mais c'est pas moi d'ailleurs qui s'est demandé, c'est l'auteur qui a fait de l'adénosine. Et là, c'était bien une tachycardie orthodromique, parce que quand il a fait l'adénosine, il est passé en FA, le malade. Et quand il est passé en FA, il a révélé ce que les cardiologues français appellent un supervolve, c'est-à-dire une préexcitation, une FA conduite avec préexcitation ventriculaire. Tous les médecins doivent connaître un ECG de FA avec préexcitation dans sa vie, parce que, sauf si on fait des ECG et qu'on fait de l'urgence,
J'explique ça au SAMU, vous ne pouvez pas monter dans un camion si vous n'avez jamais vu, parce que la première fois, vous allez faire n'importe quoi. Vous allez me dire, vous pouvez choquer, mais enfin bon, j'aime pas quand on réfléchit pas. Donc là, on voit bien qu'il y a une alternance de QRS fin et de QRS large, que ces QRS larges sont irréguliers, qu'ils sont en accordéon. Vous avez tous les critères pour une FA conduite avec préexcitation. Elle a été déclenchée par l'adénosine, et c'est pour ça que l'adénosine ne se fait pas sur un coin de table. Pour ça et pour d'autres raisons, notamment les pauses de tout à l'heure, mais surtout à cause de ça, et certaines TV déclenchées par la pause. Sur une cardiopathie ischémique, quand vous avez 80 ans ou que vous avez une cardiopathie ischémique, vous faites de l'adénosine, vous faites 6 secondes de pause, et coronaire, elles n'aiment pas du tout. Elle vous lâche une TV ou une FV, et c'est secondaire. Donc c'est toujours quand on n'est pas prêt, qu'on ne respecte pas les trucs, qu'on a les emmerdes. Donc j'aime bien ce magnifique cas à ce propos-là, et vous voyez derrière que on lui a fait de la flécaïne pour... Alors, à l'époque, ils ont fait de la flécaïne pour arrêter cette FA, et ça a très bien marché. C'est moins recommandé maintenant, on recommande plutôt le choc, mais la flécaïne, à mon avis, c'est un bon traitement, j'en ai déjà fait. Et on voit la préexcitation. Donc, on peut faire aussi... Combien de temps il me reste? C'est tout. Là, c'est juste un papier, celui de Kouzam, pour révéler une préexcitation, on en a parlé tout à l'heure, avec de l'adénosine. Il injecte de l'adénosine et il révèle la préexcitation intermittente, qu'on ne voyait pas sur un ECG de base. Et je voudrais terminer avec ce que... non pas ce ECG-là, parce que celui-là, oui, bon, d'accord, on n'a pas le temps. Mais c'est celui-là que je voudrais vous montrer. Évidemment, j'en ai trop fait. Bon. Ah oui, celui-là, je l'aime bien. Celui-là, c'est un patient qui est en réanimation, et vous voyez qu'il a une sorte de préexcitation qui est en fait une dissociation isorhythmique entre les ondes P et les QRS. Évidemment, vous faites un message, et vous allez révéler évidemment la pause sinusale, l'échappement jonctionnel avec automatisme lent mais normal, et une récupération sinusale qui ne dure pas. Donc, quand vous êtes devant un PR un peu long, vous ne savez pas si c'est un BAV1, si c'est une tachycardie atriale, si c'est conduit, faites du massage, regardez comme du coup l'anesthésiste il était content, je lui ai dit c'est vagal, tu l'as anesthésié, il y a des gens qui réagissent comme ça lui envoie, et je suis content, je suis remonté. Donc, oui, voilà son ECG post. Voilà. Alors celui-là est beaucoup plus difficile, et je terminerai par celui-là, parce que ça c'est de la vraie rythmo. Ça, quand on aime la rythmo, et je voulais vous le montrer, parce que les auteurs ont raison. Il est tout bête, cet ECG, je vais vous le faire rapidement. Vous voyez, dès que vous êtes en dessous de 50, pour moi il y a un BAV 2 sur 1. J'ai une habitude, 120 ECG, 50, 2 sur 1. En plus c'est un QRS large, donc je cherche bien les ondes P. Et si vous les regardez bien là-haut ou en bas, vous allez les trouver. Moi, j'ai l'habitude. Alors, 50, c'est vraiment toujours QRS large, c'est BAV2 sur 1. Et qu'est-ce qui se passe si je lui fais un massage sino-carotidien? Est-ce que c'est un Mobitz? Alors, c'est un bloc 2 sur 1, soit c'est un Mobitz 1, soit c'est un Mobitz 2. Comme les QRS sont larges, probablement, c'est un Mobitz 2. D'accord? On n'en est pas sûr tant qu'on ne l'a pas fait. Et là, il faut bien connaître la physiopathe. Si je lui fais un massage, est-ce qu'il s'aggrave ou est-ce qu'il ne s'aggrave pas? Eh bien, s'il est nodal, il devrait s'aggraver, et s'il ne l'est pas, il devrait s'améliorer. Et je vais vous prouver pourquoi, parce que le temps passe. Et on l'a fait aux urgences, parce que moi j'aime bien la théorie, tester un peu. Il n'y a eu aucun méfait pour lui. Oui, on est bien en BAV2 sur 1. Et là, j'ai commencé à masser. Et en faisant le massage, on est passé en 1 sur 1. Pourquoi? Parce que la fréquence cardiaque qui était à 76 ici est passée à 63, et qu'à 63, il n'y avait plus le BAV2 sur 1. Ça passait, comme j'ai ralenti ma fréquence sinusale, je n'avais plus le blocage de du deuxième faisceau de la branche gauche qui bloquait, et donc je suis passé en 1 sur 1. Et quand on parle de la loi du tout ou rien et tout ça, on comprend un petit peu la physiopathologie, que c'est aussi lié à la fréquence, ces périodes réfractaires de la branche gauche. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement élégant. Et je voulais donc terminer par ça en vous donnant les références de ce papier qui est de Jan Isberner. Et voilà. Et je terminerai par une certaine diapo qui devrait normalement démarrer et vous dire que quand même, merci pour votre invitation, merci pour votre attention, et on s'en est bien sorti après ces 20 minutes. Je vous remercie.